Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Pierre, je suis militant au PSL, Parti Socialiste de Lune, donc on a un parti de la gauche radicale. Merci à Joël et merci à tout le MG pour l'invitation. Je pense que c'est une réussite de sortir de temps en temps de la ville et de faire un débat dans un autre décor. Et allez, c'est une réussite d'avoir réussi à organiser un débat comme celui-ci ici. Je pense que c'est clair, nous allez, au PSL on a participé à toutes les actions qu'il y avait contre le TTIP, les blocages, les réunions, les meetings. On a eu pas mal de camarades arrêtés quand la police à Bruxelles a arrêté 281 personnes de la danse des 19-20 et du rassemblement qui avait été fait contre le TTIP. Donc allez, on s'engage clairement contre le TTIP dans ces campagnes-là. Et en même temps, moi ce que j'aimerais bien essayer de mettre en avant aussi, c'est que la lutte contre le TTIP ne suffit pas en soi. Et c'est clair qu'il faut lier cette thématique-là avec les autres luttes qu'on doit mener aujourd'hui. Et ça fait évidemment beaucoup de combats et beaucoup de fronts à gérer en même temps, mais je pense que c'est nécessaire. Alors peut-être ça va être complété dans la discussion sur toutes les conséquences du TTIP. Évidemment, il y a moyen de discuter pendant des heures. C'est clair que ça ne va pas créer d'emplois, mais ça va plutôt en détruire. Il y avait l'exemple de l'ALENA, le traité qu'il y avait eu entre le Mexique et les États-Unis, qui avait détruit, alors j'ai lu des chiffres différents, entre 800 000 et 1,5 million emplois perdus. C'est clair que c'est une énorme opportunité pour la classe dominante d'attaquer nos droits sociaux, comme ça a été bien expliqué. C'est clair que ça va aujourd'hui aussi engendrer des attaques énormes sur les services publics, sur tous les services publics en fait. Il y a eu l'exemple dans la santé, d'ailleurs justement sur les types de procès qu'il y avait un exemple où dans les accords dont tu as déjà parlé, il y a Philip Morris qui a intenté un procès à l'État uruguayen et australien, si je ne me trompe pas, pour avoir imposé aux multinationales du tabac de mettre des avertissements sur les paquets de cigarettes. Et en même temps, la santé, il y a déjà une tentative de la privatiser. On est déjà là-dedans, même sans le TTIP, parce que moi je travaille dans un hôpital à Bruxelles, et malheureusement, la privatisation des services publics et de la santé, elle est déjà en grande partie là. Et il y a les deux faits. Il y a le fait que des secteurs qui étaient avant publics sont maintenant privatisés. Ça, c'est une première partie du problème. L'autre partie du problème, c'est qu'en fait, même dans les secteurs et même dans les branches qui sont encore des services publics, les managers qui gèrent ces services publics-là ont de plus en plus tendance à les gérer comme si c'était des privés. Parce que moi, je travaille comme dans un hôpital public. Mais le problème, c'est que même l'hôpital public, il commence à être géré comme du privé, c'est-à-dire comme si on voulait faire des bénéfices et qu'on ne travaillait plus pour la santé des gens. Il y a aussi les dégâts sur l'environnement qui ont été abordés. On sait qu'aux États-Unis, le gaz de schiste est fort développé alors que c'est une catastrophe en termes environnementaux. C'est clair que si le libre marché permettait de résoudre les problèmes environnementaux, on le saurait depuis très longtemps. En fait, si on regarde depuis le début de l'ère industrielle à aujourd'hui, les 2 tiers d'émissions de gaz à effet de serre ont été engendrées par 90 entités multinationales. Donc, allez, c'est un chiffre vraiment énorme qui montre qu'à mon avis, il y a vraiment... on ne pourra pas résoudre le problème écologique sans s'attaquer au libre marché et en changeant de système à ce niveau-là. Il y a plein d'autres exemples. Il y a aussi même la question des données personnelles, vu qu'aux États-Unis, les lois sur la vie privée, sur les données personnelles sur Internet sont fort différentes. Facebook n'a pas la même politique aux États-Unis qu'en Europe, parce qu'en Europe, on est plus strict là-dessus. C'est clair qu'il faudra surveiller ça. L'alimentation, on en a déjà parlé. Le TTIP, sur la circulation des personnes aussi, en fait, le TTIP n'entrevoit le problème que comme un problème coût-bénéfice, c'est-à-dire que, on accepte que les personnes circulent, mais uniquement si c'est favorable aux entreprises. Évidemment, donc, pas besoin d'expliquer que c'est une attaque énorme contre les quelques règles démocratiques dont nous jouissons encore. En fait, le Conseil de coopération réglementaire, donc ce conseil qui devra donner son approbation, son accord ou pas sur des lois qui vont être votées par les États, c'est un peu le point culminant du libre marché, où en fait c'est vraiment les multinationales qui gèrent absolument tout, qui ont tout le pouvoir. Et bon, voilà, le fait que l'Europe essaye de faire signer un accord pareil, ça fait évidemment tomber, je pense, toute illusion sur la Commission européenne et sur l'Union européenne capitaliste qu'on a aujourd'hui.
Une bonne manière de résumer le TTIP, c'est de dire que c'est une arme de destruction massive contre toutes nos conquêtes sociales et contre les normes environnementales. Je pense sur l'harmonisation, le problème en soi n'est pas tant qu'il y ait une harmonisation, le problème c'est plutôt que comme l'harmonisation elle va être dirigée par les multinationales ou par des politiciens qui travaillent pour les multinationales, ben, l'harmonisation à chaque fois elle va se faire en notre défaveur et en faveur des multinationales. Et donc c'est clair que dans tous ces domaines-là, le problème viendra à cause de ça, parce qu'en fait on parle beaucoup des dangers qu'il y a pour nous ici en Union européenne, mais il y a aussi des exemples inverses, c'est-à-dire qu'il y a aussi des dangers pour les travailleurs et pour la majorité sociale aux États-Unis. Pour prendre un petit exemple, aux États-Unis, malgré que ce soit le pays capitaliste, l'idole un peu des pays capitalistes, ils ont, après la crise économique en 2008, ils ont quand même imposé certaines petites règles au secteur bancaire. En fait, ils ont fait plus au niveau de la réglementation bancaire que nous, ce qu'on a fait en Europe. Donc là, en fait, c'est au contraire les États-Unis qui vont peut-être être obligés, ou en tout cas qui vont subir des pressions pour moins réglementer le secteur bancaire qu'il est en Europe. Donc il y a un danger, autant pour nous, autant pour la majorité sociale, je pense, en Europe, que pour en fait les Américains. C'est pour ça que moi, évidemment, je vois ça comme une question de classe plutôt que comme une question de nation contre nation. En fait, tous les secteurs de la société sont menacés. C'est un peu pour ça que j'ai fait la liste, c'est pour montrer que tous les secteurs de la société sont menacés par cet accord, tout comme tous les secteurs de la société sont attaqués par les mesures d'austérité. Et en fait, c'est un accord qui va attaquer d'autant plus les plus faibles dans la société, qui avaient déjà été fragilisés par tous les plans d'austérité qu'on subit depuis le néolibéralisme et qui ont été appliqués par les gouvernements, tous partis politiques traditionnels confondus. En Belgique, par exemple, l'attaque des services publics, en fait, ça va attaquer... Allez, on sait bien que les services publics, quand on les affaiblit, c'est les femmes qui sont majoritairement touchées, qui sont les premières touchées, qui en subissent les conséquences. Donc c'est clair que ça va être des attaques sociales énormes. Et donc, allez, je pense qu'aujourd'hui, un problème auquel est confrontée la gauche et un problème auquel tous les militants sont confrontés, c'est qu'en fait, il faut essayer d'unifier les luttes. C'est un peu ça le problème qu'on a tout le temps. C'est qu'il y a le TTIP, il y a les questions syndicales, il y a des tas de combats à mener. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est réussir à réunir un peu tous les activistes et tous ces gens qui militent dans ces mouvements-là pour réussir à réengendrer un combat global pour changer le rapport de force. Parce qu'en fait, c'est une question de rapport de force. C'est juste que le TTIP, pour le moment, ils peuvent l'envisager simplement parce que la classe dominante a les pleins pouvoirs et a depuis les années 80 et a fortiori après, en 90, après la chute de Berlin, a gagné le combat idéologique temporairement parce qu'à mon avis ça va changer. Mais clairement il y a un affaiblissement du mouvement ouvrier que nous on doit changer, que nous on doit relancer la lutte à ce niveau-là, puisque la classe dominante peut se permettre à peu près tout ce qu'elle veut pour le moment, mais j'en reparlerai un peu plus tard. Je pense donc que le TTIP, c'est clairement une alliance entre les hauts politiciens et les multinationales. Pour les multinationales, c'est une occasion pour eux d'augmenter leurs profits, sur base du fait qu'ils auront des nouveaux marchés, comme l'a dit Bruno. C'est une opportunité pour attaquer les lois sociales, pour mettre en concurrence d'une manière générale tous les travailleurs entre eux, vu qu'on aura un marché énorme. Ça veut dire que les salaires sont, de fait, comme tu l'as expliqué, énormément sous pression. C'est aussi une occasion en fait, pour créer la plus grande zone économique mondiale, c'est comme ça qu'il la présente. Je pense que j'ai entendu parler de 40% du PIB mondial, ça me paraît énorme, mais apparemment c'est le chiffre. C'est aussi un peu une opportunité géostratégique pour les États-Unis et l'Europe d'essayer de faire un marché commun, parce qu'en tant que plus grosse zone commerciale au monde, ils peuvent après aller essayer d'imposer leurs propres règles dans les autres zones commerciales et dans le monde entier. Et c'est une occasion en fait pour les États-Unis et l'Europe d'isoler un peu et de contenir la montée en puissance de la Chine et de la Russie. Alors, quelques mots aussi, je ne sais pas combien de temps il me reste. En fait, je parle beaucoup. 5 minutes. Ok, il me reste 5 minutes. Je vais devoir vraiment résumer ce que je voulais dire, c'est pas grave, je réinterviendrai après. Bon allez, je pense sur le libre-échange, Bruno on en a un peu parlé. C'est clair que la théorie du libre-échange,
ils ont eu besoin de la mettre au point, enfin les pays européens ont eu besoin de la mettre au point pour théoriser, pour trouver une justification au fait que les pays capitalistes les plus avancés ont imposé leurs propres règles au marché mondial, les règles qui les avantageaient dans l'économie mondiale. Alors que j'allais expliquer, mais du coup je n'aurai pas le temps, un peu l'avantage comparatif, qui est un peu le grand concept du libre marché. Hein. C'est que par exemple, si moi je suis un pays qui produit du fromage et que je suis plus productif pour produire du fromage et que, disons, Bruno produit du vin et que lui il est plus productif pour produire du vin, on a autant chacun se spécialiser dans notre secteur et puis chacun rachète la production de l'autre et ainsi tout le monde y gagne. Évidemment, c'est une théorie qui ne tient pas compte des inégalités entre les pays. On n'a pas parlé des autres types d'accords commerciaux qui existent pour le moment, mais il y a par exemple les accords que l'Union européenne passe avec les pays africains, ils appellent ça les APE, donc les accords de partenariat économique. Alors on dit le libre-échange, tout le monde va y gagner. En fait, c'est clair que là-dedans, c'est le pays économiquement le plus fort, à savoir ici l'Union européenne, qui va en fait y gagner. Je pense qu'il y avait quelqu'un, dans une étude, j'ai lu que dans un accord, il disait la moyenne de tous les accords, de tous les APE, et il disait en fait il n'y a que 6% des produits pour lesquels les pays africains concernés dans ces accords sont plus compétitifs que l'Union européenne. Donc c'est clair que c'est en fait un moyen d'écraser et de maintenir les économies les plus faibles dans un état de sous-développement au profit des économies les plus développées. Et puis il y a aussi un autre problème dans cette théorie. Bon, il y en a plein de problèmes, je n'ai pas le temps de parler de tout, mais c'est qu'en fait, quand il y a une augmentation de la productivité sous le capitalisme, l'augmentation de la productivité ne profite pas à la majorité sociale, parce que la question c'est que si avant il fallait 100 heures de travail pour produire un bien, et qu'après tu t'améliores et puis qu'il en faut plus que 50, mais le problème c'est que on pourrait évidemment partager le temps de travail, mais c'est pas ça qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est qu'ils, quand ils produisent pour 2 fois moins de travail, ils licencient la moitié des gens. Et donc c'est ça évidemment qui crée le chômage. On pourrait utiliser les gains de productivité pour partager le temps de travail, on pourrait utiliser les gains de productivité pour réorienter la production vers des choses dont on a besoin aujourd'hui. On pourrait aussi partager la technologie qui permet les gains de productivité, la partager librement et mondialement pour essayer de développer l'économie absolument partout et sortir les pays de la pauvreté. Mais c'est évidemment pas du tout ce qui se passe sous le capitalisme, et c'est dans ce sens-là aussi qu'à mon avis, on a besoin comme revendication d'en fait reprendre en main les principaux secteurs de l'économie, de ne pas laisser les secteurs principaux de l'économie aux mains de quelques-uns, aux mains de quelques multinationales, mais de les reprendre en main, de décider nous-mêmes, que la majorité sociale décide ce qu'on va produire, comment on va le produire et comment on va organiser le travail. Ça va être un peu chaud, ça je le dirai après. Donc allez, je vais finir un peu là, mais donc moi je pense que le TTIP, je l'ai dit, c'est un des combats à mener, c'est une des batailles à mener, c'est une bataille dans la guerre, à mon avis, dans la guerre pour changer le rapport de force entre le capital et le travail qui se passe pour le moment. Il y a d'autres batailles, on a absolument besoin d'unifier les luttes, je pense qu'on a besoin aussi des syndicats là-dedans, très clairement. Et je pense qu'il y a moyen de discuter aussi du mouvement syndical, de pourquoi est-ce que l'année passée on n'a pas été plus loin avec le plan d'action syndicale, qu'est-ce qu'on va faire mercredi, est-ce que ça va nous suffire ou est-ce qu'il faut aller beaucoup plus loin. Je pense qu'on a besoin, c'est pour ça que je parlais aussi des inconvénients que va avoir la population américaine avec ces traités, je pense qu'on a besoin aussi d'internationalisme, c'est-à-dire de pas seulement s'organiser au niveau belge ou au niveau européen, mais d'essayer d'organiser tous les pays concernés, et qu'on a besoin d'une manière générale de changer de système économique et de passer d'un système économique qui pour le moment répond aux besoins du profit à un système économique qui répondrait vraiment pour les besoins et qui serait contrôlé par la majorité sociale. Et pour tout ça, on a besoin d'une alternative de société, parce qu'en fait, c'est clair, comme ça a déjà été dit, le TTIP, c'est une des tentatives que la classe dominante essaye de faire pour le moment. Alors peut-être ils vont réussir, peut-être ils vont rater. Pour le moment, il y a quand même pas mal de résistance, donc ils ont quand même des bons bâtons dans les roues. Mais c'est clair qu'ici j'ai une liste, je ne vais pas tous vous les lire, rassurez-vous, mais j'ai une liste d'une partie des accords commerciaux qui sont en cours de négociation ou qui ont déjà été négociés. C'est clair que s'ils échouent, ils vont revenir après avec un autre accord. Et donc il faut être bien conscient que c'est une bataille dans une guerre, et que tant qu'on n'aura pas changé ce rapport de force entre le capital et le travail, à mon avis, on sera dans une guerre perpétuelle, et donc on doit absolument créer des mouvements
massif et avec vraiment un programme de changement de société pour gagner cette bataille-ci, mais aussi les suivantes et changer de modèle de société. Je reparlerai après parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai oublié de dire, mais ça fait...